Donc, bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, j'aimerais commencer par reconnaître que le musée de l'Holocauste Montréal est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation ghanéenne Guéhaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce webinaire. Tiohtià:ke, qui est aujourd'hui nommé Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreux premiers peuples et aujourd'hui encore une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que le musée reconnaît les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Pourquoi cette reconnaissance est-elle importante pour nous? En tant qu'institution dédiée à l'éducation sur l'Holocauste, nous avons pour mission d'informer et sensibiliser les personnes sur l'Holocauste, mais aussi sur les droits de la personne. Donc, participer à la reconnaissance de ces droits et à la reconnaissance des génocides favorise la reconstruction à la fois des survivants, survivantes et aussi des communautés. C'est pourquoi cette reconnaissance de territoire s'inscrit dans ce cadre-là. Et vous allez voir, c'est un peu je vais en reparler pour fermer ce webinaire, puisque nous avons certains outils qui abordent les enjeux liés à d'autres génocides. J'en reparlerai à la fin. Donc, avant de rentrer dans le sujet et la présentation des ressources du musée, une rapide présentation du musée de l'Holocauste Montréal. Donc, le musée a été fondé en 1976 et a ouvert ses portes en 1979. Sa particularité, c'est qu'il a été fondé par des survivants et survivantes de l'Holocauste qui ont immigré au Canada après la Seconde Guerre mondiale et qui souhaitaient promouvoir l'éducation à l'Holocauste, combattre le négationnisme et créer un lieu de recueillement à la mémoire des 6 millions de Juifs assassinés durant l'Holocauste. Donc, les documents, artefacts et témoignages de la collection permanente proviennent en très grande majorité de dons faits par les survivants, survivantes et leurs descendants. Depuis sa fondation, le musée s'est donné comme mission d'informer et sensibiliser les gens de tous âges et de tous milieux sur l'Holocauste, l'antisémitisme, le racisme, la haine et l'indifférence. Notre exposition permanente, si vous avez l'occasion de venir la visiter, raconte la vie des communautés juives avant, pendant et après l'Holocauste, à travers la découverte d'objets et de témoignages qui proviennent donc des survivants, survivantes en très grande majorité. Ceux qui sont présentés dans notre exposition ne sont qu'une toute petite partie des quelques 13 500 objets et 870 témoignages de la collection du musée. Et comme vous allez le voir, ces objets et ces témoignages sont au cœur de toutes nos activités pédagogiques. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, je vous propose de l'aborder en 3 points. D'abord, donc, le premier point, pour mieux comprendre l'évolution de la pédagogie pour aborder l'Holocauste en classe. Donc, le point que j'ai intitulé « De la pédagogie du choc à la pédagogie de l'empathie ». Ensuite, un second point qui va mettre l'accent sur l'importance d'utiliser les sources primaires pour enseigner l'Holocauste. Et enfin, un troisième point pour parler de l'approche comparative que l'on peut faire à partir de l'Holocauste. Donc, tout d'abord, l'éducation à l'Holocauste a d'abord été abordée pendant longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale et je dirais jusqu'aux années 90. Donc, l'éducation a été abordée par l'angle de la souffrance, de la mort, du crime de masse, ce que j'ai nommé à la suite d'une enseignante à l'université qui l'a suggéré, la pédagogie du choc. En fait, cette approche longtemps enseignée, et peut-être les personnes présentes ici, on est tous issus un peu de cette approche. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'Holocauste. Par cette pédagogie du choc. Cette approche s'explique par différents éléments. Le premier, il est assez simple, c'est la réalité de l'horreur de ce qu'est l'Holocauste en soi. L'horreur telle que ça a été découvert, ou en tout cas telle que ça s'est déroulé. L'horreur à la fois dans l'idéologie nazie, à la fois dans les méthodes employées pour assassiner, et puis dans le nombre de victimes donc, de l'Holocauste. Donc, puisque les nazis ont assassiné 6 millions de juifs, on évalue à peu près aux 2/3 de la population juive d'Europe et d'Afrique du Nord. La deuxième raison,
c'est aussi l'accès et l'utilisation des sources ensuite pour enseigner l'Holocauste. Et pendant longtemps, les sources utilisées pour enseigner l'Holocauste ont été les photographies que l'on avait donc de cette période-là. Pour une raison assez simple et souvent illusoire ou faussée, qui est le fait qu'on pense encore aujourd'hui souvent, puis c'est intéressant aussi pour l'analyse de l'image avec les médias sociaux, que la photographie montre la réalité. Or, très souvent, les photographies ou une grande majorité des photographies qu'on avait pour enseigner l'Holocauste étaient des photographies prises par les bourreaux, c'est-à-dire par les nazis. Et un exemple assez célèbre et qui est redevenu célèbre il n'y a pas longtemps, parce que des chercheurs ont travaillé dessus, c'est, vous le voyez ici, l'album d'Auschwitz. Cet album donc, se trouve aujourd'hui à Yad Vashem. Il a une histoire assez compliquée d'une survivante qui l'avait récupéré et finalement qui l'a donné à Yad Vashem. Et pendant longtemps, les photographies issues de cet album ont été utilisées pour montrer donc l'horreur des camps de concentration et centres de mise à mort, la sélection à Auschwitz, les persécutions faites par les nazis. Or, il y a, je pense que le livre est sorti l'année dernière, des chercheurs français et allemands, Tal Brütmann, Stefan Hördler et Christoph Kreutzmüller, ont travaillé vraiment de manière approfondie sur cet album, qui était encore une fois Yad Vashem, donc utilisé vraiment de manière pédagogique depuis longtemps, pour déconstruire un grand nombre d'analyses de l'image, même d'explications qu'on donnait et même d'événements que représentaient ces images-là. Et surtout, ils ont insisté d'abord pour expliquer qu'il n'y a pas un album d'Auschwitz, mais que celui qu'on a est un des albums d'Auschwitz, donc il y en a eu plusieurs. Expliquer qu'est-ce qu'était déjà cet album. En fait, ces albums-là, ils ont été faits par par les SS dirigeants du camp ou qui géraient le camp. C'est eux qui ont créé ces albums et il semble qu'ils en ont fait plusieurs et qu'ensuite ces albums étaient destinés à être envoyés aux hauts gradés nazis en Allemagne, entre autres à Berlin. Donc, quel était le but de ces albums et des photos prises? C'était un, pour les SS hauts gradés, de montrer combien leur travail était efficace. Et deux, c'était que ces photographies véhiculent l'idéologie nazie, c'est-à-dire une image complètement déshumanisée des Juifs qui arrivaient à Auschwitz, et puis avec une vision aussi de cette organisation, de cette rigueur dans l'organisation nazie, de la déportation, de la sélection et de l'assassinat. Euh, pour les événements aussi, les chercheurs ont démontré qu'en fait, pendant longtemps, on a cru que ces photographies avaient été prises pour un seul convoi, mais en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs convois et qu'elles ont été prises entre juillet, août 44. Donc, ça représente aussi différents événements. Mais surtout, les chercheurs insistent énormément pour montrer comment ces photographies ont pour but de renforcer les stéréotypes sur les Juifs et de les déshumaniser. Les autres photographies qu'on a de cette période-là, ce sont souvent les photographies de libération des camps, donc photos ou vidéos d'ailleurs, prises cette fois-ci par les libérateurs, les Alliés, c'est-à-dire d'un côté majoritairement les Soviétiques et de l'autre côté, en grande majorité, les Américains. Et j'ai choisi ici une autre photographie que vous connaissez peut-être parce que c'est une des photographies les plus utilisées et diffusées pour montrer l'horreur de l'Holocauste. C'est cette photographie de la libération du camp de Buchenwald en 1945, prise par l'armée américaine. Donc, très célèbre aussi parce que sur cette photographie, vous apercevez ici Elie Wiesel, donc un des survivants qui a témoigné, entre autres dans son livre Nuit, des horreurs de l'Holocauste. Mais cette photographie, elle a aussi un but pour les libérateurs, les Américains, quand ils l'ont prise ici, c'est encore une fois de montrer l'horreur de ce qu'ont fait les nazis pour pouvoir documenter, mais aussi pour pouvoir condamner. Donc, c'est encore une fois une photographie qui veut mettre l'accent sur l'horreur, sur la systématisation, sur les actes des nazis et pas forcément sur les victimes. Donc, sur cette photographie, on voit vraiment les corps décharnés, déshumanisés, mais l'accent n'est pas mis sur l'individualité, la dignité des victimes. Donc,
c'est un des éléments que ça a soulevé par la suite, j'en reparlerai. Enfin, pour terminer sur cette pédagogie du choc, il y a eu aussi pendant très longtemps l'idée que par le choc, cela permettra le plus jamais. C'est-à-dire qu'en utilisant le choc auprès des populations à qui on faisait découvrir les horreurs, et c'est entre autres quelque chose qui a été utilisé lors de ce que les Américains ont appelé la dénazification en Allemagne, puisqu'ils demandaient aux populations allemandes de défiler devant les monceaux d'objets, de cadavres dans les camps pour qu'ils voient l'horreur de ce qu'avait commis leur régime. Et donc avec cette idée du plus jamais ça. Cependant, depuis les années fin 90, je dirais, il y a eu une remise en cause de cette approche. Pour quelles raisons? Différentes raisons à nouveau. Tout d'abord parce qu'un certain nombre de chercheurs ont démontré, en psychologie, en neuropsychologie, en pédagogie aussi, ont démontré que la pédagogie du choc ne permettait ni la compréhension ni l'apprentissage. En effet, face à une trop forte émotion, le cerveau réagit en se protégeant et en bloquant l'accès à l'information. Et c'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles nous, au Musée de l'Holocauste Montréal, on est assez critique des statistiques qui démontrent que les élèves ne savent rien ou pas autant qu'on en voudrait sur l'Holocauste, parce que souvent, c'est ça, c'est avec la pédagogie du choc, si on commence par enseigner l'Holocauste par des images choquantes, ben, il y a des chances que les élèves se protègent en bloquant l'accès à l'information. C'est pourquoi on insiste beaucoup à éviter d'utiliser des images choquantes, ou en tout cas pas au début, et si on les utilise, de bien les analyser, d'expliquer qu'est-ce que ces images, qui les ont produites et dans quel but. Ensuite, cette pédagogie a aussi évolué parce qu'on s'est rendu compte, comme je viens de l'expliquer, donc je ne vais peut-être pas le répéter, que les images qu'on utilisait étaient souvent les images prises par les bourreaux et que ça servait donc davantage les propos des bourreaux en montrant des juifs donc comme des masses terrifiantes, désincarnées, déshumanisées et en les montrant comme des victimes passives qui acceptaient leur sort et en se laissant conduire de manière obéissante vers la mort. Et la troisième raison de ce changement, c'est aussi l'évolution de l'histoire, des connaissances sur l'histoire, et entre autres liées aux travaux des historiens, ce qui a permis à mettre davantage l'accent sur la diversité des expériences durant l'Holocauste. Entre autres, en présentant l'Holocauste non pas comme seulement les centres de mise à mort, mais comme tout un processus dont la mise à mort est l'aboutissement, en présentant aussi la diversité des formes de persécution et de mise à mort, parce que pendant longtemps, on a parlé des survivants. Ceux qu'on appelait les survivants, c'était en fait les rescapés des camps de concentration. Et donc, on considérait que être survivant à l'Holocauste, c'était être passé par un camp de concentration. Or, depuis les années 80, 90, avec la chute de l'URSS et l'ouverture aussi aux archives soviétiques, on a beaucoup approfondi encore ce qu'était l'Holocauste et les différentes formes de persécution. Donc aujourd'hui, parmi les survivants, on retrouve aussi beaucoup de témoignages, enfin un certain nombre de témoignages de personnes qui sont passées par les ghettos ou encore aujourd'hui, les survivants encore en vie sont tous des enfants cachés pendant l'Holocauste ou en très grande majorité. Ce qui fait que ces personnes-là sont aussi considérées comme survivants à qui on donne la parole puisqu'ils ont une expérience vécue aussi de l'Holocauste. Et enfin, grâce entre autres à l'écoute de la parole des survivants qui devient une source primaire aussi forte que les photographies par exemple ou d'autres documents, ça permet de mettre en valeur la diversité des formes de résistance, donc de déconstruire la vision véhiculée par les photographies des bourreaux de personnes passives. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus de choquer, mais de faire appel à l'émotion par ce qu'on appelle l'empathie historique. Donc j'insiste sur l'adjectif historique dans empathie historique, puisque l'objectif n'est pas là de se mettre à la place de la personne qui a vécu pendant l'Holocauste, ce qui soulève dans ce cas-là des problèmes d'anachronisme aussi, parce qu'il est important de comprendre que l'Holocauste a été mis en place par un régime dictatorial et une idéologie très particulière. Et ça soulève aussi parfois des problèmes de comparaison qui n'ont pas lieu d'être. Donc,
l'empathie historique, ça signifie la volonté d'essayer de faire comprendre comment des individus, ce que des individus ont subi d'abord et comment ils ont réagi dans un contexte donné. Ce qui fait qu'au Musée de l'Holocauste Montréal, cette approche se traduit par une volonté, un, de réhumaniser les victimes, deux, de mettre de l'avant la diversité des expériences et trois, d'insister sur la variété des formes de résistance pendant l'Holocauste. Et c'est ce qui vous est présenté ici. Donc ici, vous avez des photographies d'un survivant qui a fait don d'un certain nombre d'objets et de photos, entre autres, qui s'appelle Walter Apsil. Et les deux ateliers que l'on propose, l'un au primaire et l'autre au secondaire, ont été construits autour de l'expérience de Walter. Donc, au primaire, l'atelier s'appelle Vivre caché et les élèves découvrent à partir de papiers d'identité de Walter comment il a survécu pendant l'Holocauste. Et au secondaire, l'atelier s'appelle Résister durant l'Holocauste. Et la même chose, à partir de documents donnés par Walter et d'extraits de témoignages, les élèves comprennent comment Walter et sa famille ont essayé de résister durant l'Holocauste. En réhumanisant les victimes et en mettant l'accent sur l'empathie historique, cela permet aussi de pouvoir transmettre un message d'espoir malgré ce qu'est l'histoire de l'Holocauste. Et vous avez un exemple ici avec un de nos outils très utilisés au primaire qui s'appelle le cœur d'Auschwitz et qui permet de découvrir donc l'histoire derrière ce cœur, qui est un des objets phares du musée, d'écouter le témoignage de Zlatka, la personne qui a conçu le chœur, mais aussi l'activité qui est suggérée à la fin, c'est que les élèves fabriquent leur propre chœur pour réfléchir au message d'empathie qu'ils pourraient transmettre à d'autres personnes, au choix selon le travail et le projet de l'enseignant. Donc, c'est important aussi dans la nouvelle pédagogie de l'Holocauste de penser à la fin de l'enseignement de l'Holocauste, de faire réfléchir les élèves sur un message plus positif, un message d'espoir ou un message d'engagement, pour pas les laisser partir avec cette histoire traumatisante et avec la vision d'un monde un peu sans espoir. Ce qui m'amène à mon deuxième point, et vous l'avez peut-être déjà compris par cette première partie de la présentation, c'est l'importance d'utiliser des sources primaires pour enseigner l'Holocauste. Donc, l'intérêt de ces sources primaires, c'est que ça permet tout ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire de travailler l'empathie historique en mettant de l'avant des histoires individuelles et de découvrir la diversité d'expériences et des expériences qui peuvent être adaptées selon l'âge et la sensibilité des élèves. Donc, par exemple, pour un public plus jeune, des élèves de primaire, mais secondaire 1 aussi, donc de 6e à 8e année, on encourage les enseignants à insister surtout sur l'expérience des enfants cachés pendant l'Holocauste, sur l'expérience de la résistance ou sur le rôle aussi des sauveteurs, c'est-à-dire des personnes non juives qui ont aidé les juifs, pour encore une fois faire passer des messages plus positifs d'espoir, d'entraide et de solidarité. Et puis ensuite, avec des élèves plus âgés, il est davantage possible d'aborder l'expérience des camps, les ghettos par exemple, ou des actes plus violents. Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Ça dépend comment vous voulez aborder l'Holocauste aussi. Importance d'utiliser des sources primaires, mais importance aussi de les replacer dans leur contexte historique. Et c'est pourquoi nous proposons au musée des fiches d'analyse que vous pouvez télécharger gratuitement depuis notre site Internet. Vous avez l'adresse ici. Et qui vous permettent d'analyser à peu près tous les objets ou extraits de témoignages que vous retrouverez aussi sur notre site. Donc, c'est un peu des fiches génériques, mais vous pouvez les adapter et les réutiliser comme vous le souhaitez selon les sources primaires que vous utilisez en classe. Et dernier élément aussi très important, comme j'ai insisté sur l'idée d'empathie historique, c'est l'importance aussi de replacer ces sources primaires dans leur contexte pour bien comprendre donc ce que racontent ces sources, mais aussi quel est le contexte qui explique ce qui est arrivé aux individus qui sont découverts par ces sources-là.
Donc, pour cela, vous trouverez aussi sur le site du Musée de l'Holocauste Montréal un grand nombre d'outils, de guides et de méthodes qui vous permettent cette mise en contexte. Donc, entre autres ici, vous pouvez voir nos frises chronologiques et cartes interactives, ainsi que notre guide de référence, Brève histoire de l'Holocauste, que vous pouvez télécharger gratuitement, projeter à vos élèves. Je vais peut-être juste vous partager, vous montrer à quoi ça ressemble. Pour, donc, si vous allez sur le site Internet du musée, dans la section éducation, primaire ou secondaire, les deux fonctionnent, mais je vais vous montrer pour secondaire ici. Vous allez d'abord trouver un grand nombre d'activités pédagogiques que vous pouvez utiliser, qui sont des activités clés en main. Elles sont toutes basées sur des objets et ou des extraits de témoignages de survivants. Donc, elles sont clés en main dans le sens où c'est le guide pédagogique qui vous est fourni, que vous pouvez télécharger. Et à l'intérieur du guide, vous allez trouver les conseils pour enseigner. Certains guides sont même adaptés au curriculum des différents programmes des différentes provinces. Et ensuite, vous trouverez des activités pédagogiques clés en main. Et le guide vous suggère à quel niveau vous pouvez l'utiliser et avec quel élève, selon le contexte. Vous avez aussi des activités plus high-tech, donc plus technologiques. Par exemple, Muguette Meyer, c'est une enfance sur l'occupation. L'activité est basée sur une application d'immersion sonore, donc à télécharger, où les élèves interagissent à l'aide d'une affiche avec l'application, ils répondent à des questions et ils découvrent l'histoire donc de Muguette par des extraits de son témoignage et à travers des documents d'archives qui lui ont appartenu. En dessous de ces activités clés en main, donc vous trouverez aussi nos guides de référence. Je viens de mentionner Brève histoire de l'Holocauste, donc qui se trouve ici. On a aussi Brève histoire de l'antisémitisme au Canada et Étudier les génocides, dont je parlerai peut-être à la fin, qui est une approche comparative. Que même chose, vous pouvez télécharger gratuitement, qui sont des guides qu'on conseille pour les enseignants, pour se préparer pour le contenu. Mais je pense qu'aussi avec des élèves de 11e, 12e année, secondaire 5, ça peut être aussi des guides que vous pouvez leur demander de lire pour préparer un cours, pour faire une présentation aux autres élèves de la classe aussi. Ça peut être très utile. Et enfin, je vous mentionnais nos cartes et frises chronologiques. Donc, vous les trouvez ici dans la section ressources. Et vous avez donc des cartes et des frises chronologiques thématiques que vous pouvez utiliser selon ce que vous voulez aborder en classe. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de la frise chronologique des lois anti-juives, on voit ici entre 33 et 39 la gradation des lois anti-juives, avec par exemple ici les lois de Nuremberg qui vont être les lois mises en place par les nazis pour exclure les juifs de la société allemande. Si je reviens, je ne sais pas pourquoi je l'ai perdu dans les pages. Voilà. Pardon, si je reviens à mon diaporama, donc j'insiste beaucoup sur les frises chronologiques et cartes interactives parce que moi, je les utilise beaucoup. Entre autres, les cartes interactives, même si vous enseignez la Seconde Guerre mondiale, vous avez une carte qui montre la progression de l'invasion nazie à travers toute l'Europe. Vous avez une carte ensuite qui montre les ghettos, une carte qui montre les centres de mise à mort. Donc, vraiment, qui peut permettre d'être utilisée dans différents contextes. Et vous allez voir avec aussi toutes les ressources qu'on a, vous pouvez proposer à vos élèves de choisir un extrait de témoignage de survivants et d'aller consulter ces cartes et ces frises chronologiques pour eux-mêmes faire un petit exposé où ils pourront remettre dans le contexte le témoignage du survivant qu'ils ont choisi. Donc, c'est pour dire vraiment que ça peut être utilisé énormément. Et je pense aussi, enfin, vous pouvez même faire, si vous le souhaitez, des saisies d'écran de ces cartes-là pour les inclure dans une activité que vous voudriez créer aussi. Euh, ça peut, enfin, moi, je les trouve vraiment intéressantes. La plupart des activités que je crée, j'inclus des saisies d'écran et vous allez le voir avec l'activité suivante d'ailleurs. Et donc, d'ailleurs, je vous propose de découvrir maintenant ou de mettre en application un peu cette utilisation des sources primaires.
avec une activité qui n'est pas encore disponible sur notre site Internet, mais pour les personnes inscrites aujourd'hui, je vous l'ai envoyé par courriel. Normalement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'imprimer. Mais cette activité, vous pouvez aussi la construire vous-même puisque les sources primaires que vous voyez ici sont disponibles sur notre site Internet. Donc, cette activité permet de découvrir l'histoire de la famille Kahn. Donc, ce que je voulais proposer là, ce serait de réaliser un peu la première partie de l'activité. Je vais donner 10 minutes pour réaliser la première partie de l'activité qui est de découvrir ces sources primaires. Donc, l'idée, ce que propose l'activité, elle est constituée de 6 sources primaires, toutes liées à la famille Kahn, puisque c'est la famille qui nous a donné ces documents. Et l'activité est faite ainsi que la première partie, on propose aux élèves de découvrir les sources primaires, donc de les lire. Il y a la source, il y a la photographie de la source, puis en dessous, il y a la traduction ou au verso. De lire chaque source primaire et dans le tableau ici, d'indiquer la date de chacune des sources primaires. Et ensuite, dans la frise chronologique en bas, de classer les sources primaires par ordre, donc en indiquant le numéro. Mettons 6, 4, 3, 1, 2, je ne sais pas lequel il me manque là, mais 5. D'indiquer les placer pour ordre chronologique, avec ensuite l'objectif que eux-mêmes racontent ce qu'ils ont compris par l'analyse de ces sources primaires de la famille Kahn. Donc, c'est la première partie de l'activité. La deuxième partie de l'activité, je vais l'expliquer tout de suite. Une fois qu'ils ont fait ça, c'est à partir des extraits de nos frises chronologiques à découper en petites fiches, qui prennent ces petites fiches et qu'ils essayent de rattacher ces fiches qui racontent des événements aux sources primaires qu'ils ont découvertes, en français. Donc, de voir s'il y a un lien entre l'événement raconté, soit l'événement est relié à l'Allemagne, soit l'événement est relié au Canada, et dire, ah, cet événement-là, ça nous permet de mieux comprendre telle et telle source primaire. Pour qu'une fois qu'ils ont fait ce lien, toujours dans la Ah, pardon. Donc, il y a une source primaire peut être attachée à plusieurs événements, à un ou plusieurs événements. Plusieurs sources primaires peuvent être attachées au même événement. Et il y a parfois des événements où ça paraîtra pas évident pour les élèves à quelle source primaire ça se rattache, mais peut-être ça leur permettra de mieux comprendre le contexte. Avec ensuite comme objectif que les élèves rédigent un court résumé de ce qu'ils ont compris du contexte en Allemagne, ce qu'il se passe en Allemagne en même temps que ce que vit la famille Kahn, et du contexte au Canada, ce qu'il se passe au Canada en même temps que ce qu'a vécu la famille Kahn. Ce qui fait qu'avec cet exemple-là, ça permet aux élèves, comme je vous le disais, de découvrir une expérience vécue personnelle. Là, ici, l'histoire de la famille Kahn. De replacer cette expérience vécue dans un contexte particulier, qui est le contexte de l'Allemagne nazie, mais aussi le contexte du Canada. Et avec tout ça, eh ben, d'en apprendre davantage sur les différentes étapes de l'Holocauste. Donc, c'est vraiment partir de sources primaires, les placer dans le contexte pour découvrir une histoire plus large qui est l'histoire de l'Holocauste. Donc, si ça vous convient, je vous propose de vous mettre en activité. Je ne sais pas si vous avez imprimé les documents. Pas imprimé, mais je l'ai à l'écran. OK, ou si vous pouvez les avoir à l'écran, c'est ça, de vous mettre en activité. Je vais vous demander de regarder on va peut-être les répartir en deux, là, pour que... Non, je vais vous laisser regarder les 6 sources primaires et essayer de les classer par ordre chronologique pour me raconter un peu ce que vous comprenez de l'histoire de la famille Kahn. Donc, je vous laisse un peu, je sais que ça peut être long, je vais vous laisser, on va dire 10 minutes pour lire les sources primaires et puis après, on va faire un petit bilan de ces sources primaires ensemble. Anne, dans le chat, est-ce que tu peux peut-être juste m'envoyer le lien pour Oui, que je bien puisse sûr. ouvrir les... Merci beaucoup. En fait, même, je vais... Sinon, comme j'ai téléchargé le fichier, Yves, je peux te le transférer par courriel si c'est plus. j'allais dire, je vais l'envoyer dans le chat, le fichier. Je l'avais préparé pour l'envoyer dans le Ah, chat. OK. Oui.
je vais faire une chose avant. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, cette activité n'est pas encore disponible en ligne, téléchargeable gratuitement, toute l'activité en elle-même, mais vous pouvez retrouver l'ensemble des documents sur notre site Internet. Donc, comme la vidéo va être en ligne sur le blog du réseau, je vais rajouter tous les liens peut-être où vous pouvez trouver les documents. Et pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai l'activité clé en main. Et comme nous, Anne, qui avons participé, et là, on a les documents, moi, je pourrais partager ça avec des collègues, là, Tout à fait. Donc, rapidement, exactement. Pour l'ACEUS au Québec, et j'ai juste l'abréviation en anglais de l'association en Ontario. Désolée, Yves. Ça peut être partagé aussi par vos représentants, sans problème. Donc, juste pour terminer, parmi les ressources que vous allez trouver au musée, une fois que l'Holocauste est bien compris dans son contexte, il est aussi possible de tirer des leçons de l'Holocauste. Donc, pour nous, au musée de l'Holocauste, c'est important, d'enseigner ce qu'est l'Holocauste pour pouvoir ensuite mieux comprendre comment on peut tirer des leçons de l'Holocauste. L'activité précédente qui était présentée, c'est aussi ça, c'est comprendre dans son contexte ce qu'a vécu la famille Kahn, mais pour après pouvoir se poser des questions, même sur des enjeux actuels, ouverture aux réfugiés au Canada, les enjeux de visa. Donc, il y a énormément de choses où on peut tirer des leçons. Parmi ces éléments-là, le Musée de l'Holocauste Montréal propose un grand nombre d'outils qui mettent de l'avant une approche comparative. C'est-à-dire, cette approche comparative est surtout fondée sur une comparaison entre différentes formes d'exclusion et entre différents génocides qui ont eu lieu au XXe siècle. Parmi ces outils, je vais mettre l'accent sur 2 outils principaux. L'outil Nous contre eux, qui a été créé en partenariat avec le Musée canadien des droits de la personne et qui fait une approche comparative entre l'Holocauste d'un côté et le génocide des Rohingyas au Myanmar de l'autre côté, toujours de la même manière en s'appuyant sur des sources primaires que sont des objets et des extraits de témoignages de survivants. Et enfin, dans notre dernier outil qui met de l'avant une approche comparative, c'est un guide pédagogique de référence qui s'intitule « Étudier les génocides » et qui permet donc d'aborder en classe avec vos élèves jusqu'à 9 génocides du XXe siècle. Donc, vous voyez ici la liste. Et donc, parmi lesquels il se trouve le génocide aussi des premiers peuples au Canada. L'intérêt de ce guide, c'est que vous pouvez l'utiliser pour aborder un ou plusieurs des 9 génocides en soi. Les génocides sont tous présentés de la même manière avec des cartes, des frises chronologiques, un petit résumé du génocide, puis chaque génocide est présenté selon les mêmes étapes d'un processus génocidaire. Donc, vous pouvez tous aborder chaque génocide de la même manière, 1, 2, 3 génocides parmi l'ensemble des génocides proposés. Et vous pouvez aussi le faire de manière avec une approche comparative ensuite, ou aussi avec une approche antiraciste, je dirais. Donc, il y a différents outils et différentes activités pédagogiques qui vous sont proposées dans le guide pour pouvoir l'utiliser de différentes manières selon la manière dont vous l'abordez dans votre programme. Vous pouvez le télécharger aussi en allant sur notre site Internet. Je vous en avais parlé tout à l'heure dans la section éducation secondaire, guide de référence. Vous retrouverez ce guide « Étudier les génocides ». Enfin, si vous êtes intéressé par nos diverses formations au Musée de l'Holocauste Montréal, notre séminaire qui a lieu tous les 2 ans pour éducateurs donc, aura lieu cette année du 3 au 5 juillet. Et le thème portera sur antisémitisme et racisme à l'ère des médias sociaux. Les préinscriptions vont très bientôt être ouvertes pour les éducateurs, si ça vous intéresse. Donc, je vous recommande de vous inscrire à notre infolettre ou de nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester informés pour ce séminaire de formation qui comprendra des conférences de chercheurs, des ateliers et des partages de pratiques entre enseignants. Merci à tous et à toutes pour votre participation
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse courriel ici, anne.marguet@muséholocauste.ca.